Le Canada qui tire derrière 6-1 contre l'Italie à la classique du baseball. Maintenant 6-2. On parle maintenant avec Phil Desgagnés. Salut Phil. Salut, Danny. Phil, je veux te parler 2 secondes de cette classique. Je sais que tu es un fan de baseball. Ça t'intéresse-tu, cette classique du monde du baseball-là? Très, je t'avoue honnêtement, là, c'est en début de saison, puis il Ouais. n'y a pas beaucoup de monde actuellement qui regarde ça. Surtout qu'il y a pas de joueurs majeurs, il y en a, là, mais je veux dire pas Ouais. des joueurs très, très importants. Là, 5 ans d'entraînement au baseball majeur. Je t'avoue que je mets pas trop d'importance sur cet événement-là. Et c'est un tournoi qui a de la misère à lever. Je sais que ça vient de bas de ceiling, mais j'ai l'impression, moi, qu'ils vont passer tout de suite au hockey, Phil. Mais j'ai l'impression Oui. que le baseball, là, il y a une place pour les Olympiques. Je pense qu'on devrait faire la même affaire qu'au hockey. Si jamais on revient comme un sport olympique, on devrait arrêter 15 jours. Ça vaudrait peut-être la peine. Peut-être. À ce moment-là, on verra en temps de lieu. Mais moi, personnellement, là, Ouais. je veux dire, le baseball, avec ce championnat-là, a pas jamais attiré de grandes foules puis de grandes cotes d'écoute. Sauf qu'il y a certains pays, pour eux, c'est vraiment un événement très important. Là, Ouais, mais c'est pas le cas de tout le monde. Phil, le réalignement des divisions, comment Oui. tu vois ça? Le Canadien qui va jouer dans la division centrale, que Détroit revienne dans l'Est, c'est pas vraiment surprenant. Ça fait plusieurs années que Michael Hitch souhaitait ça. Et c'est bon, ils vont jouer dans une division. Donc, 4 équipes de Original Six vont être là, dans la même division. Mais, Non, mais moi, je t'avoue que je trouve que il y a des rivalités naturelles qui vont revenir. Détroit, c'est une belle rivalité avec Ouais. avec Toronto, avec Montréal, avec Boston. Je regarde la section où les Canadiens vont jouer. Je me dis, les bonnes équipes, là, il y a 2 bonnes équipes dans la section où le Canadien va jouer qui ont toujours du succès, Boston et Détroit. Les autres, Toronto, Ottawa, je regarde un peu la Floride, Tampa Bay, c'est plus difficile. Mais du côté de Détroit, c'est vrai que là, ils sont en reconstruction, c'est une année peut-être un peu plus difficile, mais il y a toujours une belle rivalité. Détroit, Montréal, Toronto, Boston, là. Moi, personnellement, ce que j'aime bien. 2, on va éliminer un peu de voyagement également pour certaines formations, certains. Oh, puis que Winnipeg soit dans l'autre section là-bas, je pense que c'est tout à fait logique qu'ils se battent avec Edmonton, Calgary, parce que les grandes réalités sont toujours là. mais Phil, normalement, quand on essaie du côté géographique, tu trouves ça normal, toi, que Tampa Bay et la Floride sont ensemble dans cette division centrale? C'est bizarre un peu, hein? Ben, écoute, que Tampa Bay et la Floride soient ensemble, je pense que c'est normal. Ouais, ça, c'est là. normal, oui, OK. Et, mais encore là, je regarde au niveau des distances. Montréal-Floride, c'est 3 heures d'avion. Tu sais, Ouais. pour eux autres, c'est quand même un peu plus. 2, pour ces équipes-là également, d'avoir des équipes de Toronto, de Montréal, les visiter, c'est un naturel. Il y a beaucoup de Québécois et de Canadiens qui passent Ah, l'hiver c'est en Floride. Ouais. Et ça, je pense que pour eux, ça devient un élément important. Il y a beaucoup plus d'attrait de voir ces équipes-là que de voir certaines autres équipes comme New York ou d'autres équipes. J'ai l'impression que pour la Floride et Tampa, l'élément de voir des Québécois, d'Ottawa, de voir également Toronto, c'est un élément qui a sûrement joué dans la décision de la Ligue nationale de hockey. Et la question qu'on se pose, est-ce que Québec, parce que là, il y a 16 équipes dans l'Est, 14 dans l'Ouest, c'est écrit dans Mais ils ça ont laissé une porte ouverte, Danny, ils ont laissé une porte ouverte, t'as vu, ils ont dit à reconsidérer et à revoir en 2014-2015. mais Donc, on s'est laissé, je pense, une porte ouverte pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait se reproduire s'il y a vraiment expansion. Moi, j'ai l'impression que c'est pas nécessairement négatif ou positif pour Québec, là. Moi, je pense que ça n'a pas de rapport. Quand on va vouloir faire une expansion ou un déménagement en club, on va réaligner les divisions tout simplement. Mais en tout cas, ça fait un peu bizarre. Donc, parce que géographiquement parlant, 16 équipes, c'est sûr que Seattle, c'est un marché normalement que la Ligue nationale va vouloir avoir, c'est clair, net et précis, même si... Ben, j'ai pas vu les reportages. Je sais qu'actuellement, le TVA, le QMI font actuellement prépare des reportages sur est-ce que le hockey est viable à Seattle, là. Moi, je le sais pas, je connais pas le milieu. D'abord, leur priorité, eux, c'est une équipe de la NBA, avant n'importe quoi, ça, au départ. Mais à partir de là, il y a eu une équipe de juniors qui était à Seattle, qui a connu du succès. Mais est-ce que la Ligue nationale de hockey a tiré 20 000, puis 21 puis 22 000 personnes par rencontre? Est-ce que ce serait vraiment viable? Je peux pas te le dire au moment où je te parle, mais je pense que la Ligue nationale de hockey va sûrement le regarder. Maintenant, on n'a pas donné le hockey encore, puis on n'a pas le premier pelleté de terre encore dans l'amphithéâtre, alors qu'à Québec, c'est déjà en place
pour la prochaine amphithéâtre. La semaine prochaine, Phil, je devais y parler cette semaine. Il y a un journaliste qui s'appelle Jeff Baker du Seattle Times qui couvre le hockey, le baseball, le football à Seattle. C'est un journaliste qui parle français. C'est un ancien journaliste de Montréal Gazette. Je devais y parler cette semaine, mais on va y parler la semaine prochaine parce qu'il était en vacances. Mais lui, pour l'avoir déjà écouté, il y a peu d'espoir, selon lui, que Seattle est un marché viable pour la Ligue nationale. Moi, c'est pour ça que je te dis que je suis très prudent là, de voir un peu qu'est-ce qui peut arriver. Parce que quand tu regardes un peu la situation actuellement du hockey dans l'ouest des États-Unis, il y a des endroits où, oui, c'est populaire, mais il y a d'autres endroits qui ont beaucoup plus de difficultés. Quoique, la Ligue nationale, je ne sais pas si tu as vu le reportage la semaine dernière, connaît un succès inespéré après un lockout. Là. On va atteindre peut-être 2,8 milliards de dollars en revenus, alors que l'année passée, on a fait 3,3 avec un calendrier de 84 matchs, alors qu'un 48 matchs, on va atteindre presque les mêmes niveaux. C'est la question que tout le monde se pose maintenant. Est-ce que du hockey en octobre et en novembre aux États-Unis, c'est vraiment viable et rentable? C'est la question que les dirigeants de la Ligue nationale doivent se poser au moment où on se parle. Avec la NFL, le football collégial, les séries mondiales du baseball. baseball. Il y a beaucoup de choses qui actuellement empêchent ces gens-là de regarder le hockey, alors qu'en janvier, février, le hockey prend toute la place. Il me reste 2 points que je veux parler avec toi. Je veux traiter. Tu as vu le lancer que Mark Stahl a reçu cette semaine? Et là, le débat revient. On devrait-tu obligatoirement la visière? Je pense que, il me semble que pour les jeunes qui rentrent dans la Ligue nationale, ça devrait être obligatoire. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. On devrait obliger les joueurs à porter la visière. Tous les joueurs qui arrivent à la Ligue nationale de hockey devraient être obligés de porter une visière. Moi, je pense que c'est primordial. Ça devrait être obligatoire. Parce que c'est encore plus dangereux souvent que des commotions. Hey. Oui, des commotions, le gars peut être à carrière, mais il perd un œil, là, c'est encore pire. Là. Moi, personnellement, je pense qu'on devrait regarder de ce côté-là. Il y a Brian Berrand, on se rappelle de Tom Curvers à l'époque également, que sa carrière est pratiquement terminée. Et le dernier point, je veux te parler, cette semaine, on a eu le droit à une rivalité Montréal-Boston, on a eu Toronto-Ottawa, on a eu Pittsburgh-Philadelphie. Selon toi, Phil, qui est la plus belle rivalité naturelle? Je vais te nommer quelques-unes. Montréal-Boston, Montréal-Toronto, Toronto-Ottawa, Pittsburgh-Philadelphie, Rangers-New Jersey ou Edmonton-Calgary. C'est quoi pour toi la meilleure? Moi, je pense que Montréal-Boston puis Flyers, les Pingouins, c'est vraiment deux grandes rivalités. C'est vrai que dans l'Ouest, on est présent. Edmonton-Calgary, c'est une grande rivalité. Mais Boston-Montréal, c'est la grande rivalité, surtout avec deux instructeurs francophones. Là. Ouais. Claude Julien d'un bord, Michel Therrien de l'autre. Là. On a vu la dernière rencontre, qu'est-ce que ça a donné. J'ai l'impression que Philadelphie, Pittsburgh aussi, le fait qu'un gars comme les joueurs ont changé d'équipe, sont rendus dans l'autre formation, mais cette année, Flyers, beaucoup de difficultés. Moi, personnellement, là, je vous avoue que c'est difficile d'évaluer parce qu'on n'est pas présent sur place. Mais la rivalité Montréal-Boston, là, j'ai l'impression, ne fait que commencer et elle va le grandir avec le temps, surtout avec Michel Therrien d'un bord puis Julien de l'autre. Ça a toujours été ça. Je me rappelle des matchs des années 70 au Boston Garden. Il y avait des vieilles rivalités, là. Mario Tremblay. Oui. D'un côté, Stan Jonathan. Cette formation, c'est des émotions du temps. Les Blues, on les haït, c'est viscéral. Toronto aussi, mais j'ai l'impression qu'on a eu plus les autres que les Maple Leafs de Toronto. Surtout les dernières années, les Leafs n'ont pas été dans la lutte, ils n'ont pas eu un très bon club pour représenter la ville de Toronto. Phil, un gros merci pour ça parle le vendredi prochain. Merci, Danny. Voilà le commentaire hebdomadaire de Phil Desgagnés.